Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo! Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Yeah. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible pour tout le monde à la grandeur de l'univers. Donc, juste vous rappeler qu'un épisode sur deux est disponible uniquement sur notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. Donc, abonnez-vous au Patreon pour avoir un épisode la semaine prochaine, mais en fait, pour avoir un épisode toutes les semaines. Si vous vous abonnez pas, c'est correct, juste laissez 5 étoiles sur Apple et Spotify. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? J'ai découvert un domaine émergent d'études, ça s'appelle les études médiatiques existentielles. Fait que dans le fond, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, des études médiatiques existentielles, c'est-à-dire interroger de manière critique qu'est-ce que ça veut dire être un être humain en ce moment à une ère de saturation technoculturelle. Puis toi, Mounir? Moi, je vais Jester Max ou Frame ou... non, en fait, je vais parler des nouvelles épopées de l'influenceur américain claviculeux, mais surtout son impact sur le langage et la mise en récit des live streamers qui a vraiment pris un tournant intéressant cette semaine sur Twitter en particulier, mais aussi partout dans les médias qu'on va parler de ça. Et sans plus tarder... Les DigiNews. Toudoudou. Miss Maxwell, did you, at any time, play any role in Jeffrey Epstein's activities involving the recruitment, grooming, or trafficking of young women or girls? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Désolé, désolant. Terrible. Terrible. La vie sert des leçons, des fois, très bizarres. Non, manqué! Quadruple os manqué! C'est fini. Manqué le quadruple axel. Bon matin mes loulous, j'ai pas de femme, personne à qui faire le déjeuner, mange du popcorn le matin. Bon, c'est voilà. Today I made the choice to tell the world what I did, so maybe there's a chance that she will see what she really means to me. Olympian Sturla Holmlegred speaks to reporters after admitting on live Norwegian TV to cheating on his girlfriend moments after winning bronze in the Winter Olympics. Vous êtes la crème de la crème, on n'est pas à l'UQAM, c'est là. Ouais! OK, donc c'est un peu adjacent, je pense, à ton sujet parce que ça a rapport avec le looks maxing, donc une activité dont claviculeux semble emblématique. Là. C'est une espèce de processus d'optimisation constante de soi, mais surtout orienté vers le physique, il me semble. Le physique, mais ça dépend, il y a différentes branches. Il y a des gens qui sont vraiment face maxing, donc c'est tout à propos du visage. Les gens, ils sont plus dans le corps, dans la musculation. Ça dépend, là, mais tu sais, le looks maxing, c'est vraiment tout prioriser dans la vie pour être le plus beau possible. Pour ascend, en anglais, une forme d'ascension continuelle. Ben, je voulais juste mentionner le marché gris des peptides. Je pense que ça fait quand même un bout là, que c'est quelque chose d'actualité, mais on n'en avait jamais parlé à Café Snake. Moi, en fait, c'est tranquillement venu coloniser ma For You page. Je sais pas pour toi, Mounir. Non, pas en tout. Je pense que claviculeux, justement, s'injecte des peptides. On pourrait pas faire la liste de tout ce qu'il prend, mais j'imagine que oui. Mais il y a des noms de code pour en parler, comme par exemple sur TikTok, on appelle ça le paper stock. Puis pour certains peptides, là, parce que souvent c'est des noms comme assez scientifiques, des combinaisons de lettres, mais il y en a un qui devient de plus en plus populaire, le rétatrutide, qu'on appelle le ratatouille. Les peptides, c'est des chaînes d'acides aminés qui peuvent remplir plusieurs fonctions, mais dans le corps, ça fonctionne comme des messagers. On en utilise déjà en médecine, là, par exemple, l'insuline, c'est un peptide. Ou par exemple, tout ce qui a rapport à l'Ozempic, Mounjaro, ce sont aussi des peptides qu'on utilise dans les dernières années, tu sais, pour la perte de poids. Puis justement, le fait que ça s'est vraiment popularisé, que, tu sais, même au métro Berry-UQAM, tu vois, c'est tapissé d'annonces. J'oublie c'était pourquoi. C'est pour Mounjaro ou non, c'est pourquoi? Il y a comme un V dedans, ça se peut dire, le Villaggio, Village. Wegovy. Ça s'est démocratisé, puis ça s'est normalisé. On pourrait
dire ça. Donc, ça a ouvert la porte à d'autres peptides qui sont pas nécessairement testés ou qui ont pas fait l'objet d'études approfondies, donc qui sont pas nécessairement illégaux, mais qui sont pas non plus censés être vendus comme ça par des compagnies directement à des consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le marché gris. Un marché gris, c'est quelque chose qui est légal, mais qui contourne les réseaux de distribution officiels, par exemple les médecins, les compagnies pharmaceutiques. Donc, les gens vont aller souvent en ligne et s'approvisionner à travers des pushers de peptides ou des compagnies chinoises qui vont synthétiser toutes sortes de peptides. Là, il y en a, c'est vraiment des noms, c'est genre BCP 157, GHK, CUT, B500. Peptides might sound like the future of health. More about peptides. Donc, j'ai eu ce commentaire concernant le GHK-CU. C'est vendu comme, oui, pour perdre du poids, mais il y en a aussi pour bronzer, pour avoir une meilleure peau, pour réparer tes blessures plus rapidement, pour augmenter la libido. Moi, je vois vraiment des gens dans des vidéos qui vont, tu sais, s'injecter des substances dans le corps devant la caméra, ce qui est quelque chose que je pense pas que j'aurais vu il y a, tu sais, 2 ans, par exemple. Tu sais, ça s'est vraiment banalisé. Puis c'est monsieur, madame, tout le monde. Là. Tu vois des jeunes, des plus vieux. Ça suit, tu sais, la tendance de ce qu'on pourrait appeler le biohacking, qui a quand même été mis de l'avant par certaines personnalités là, dans le monde de la tech. Je pense, par exemple, au millionnaire Brian Johnson, qui est très public avec la façon dont il a d'expérimenter avec son propre corps pour atteindre une forme d'immortalité ou en tout cas pour repousser sa mort. Cette tendance-là, on a l'impression que les gens, finalement, n'hésitent pas à expérimenter avec leur propre corps, donc devenir leur propre rat de laboratoire. Puis c'est un peu comme contradictoire parce que souvent dans cette espèce de sphère-là, tu vas voir c'est des gens qui sont super méfiants de l'industrie pharmaceutique, par exemple des gens qui hésiteraient à se faire vacciner mais qui hésitent pas eux-mêmes à s'injecter des choses là, tu sais. Je vais y revenir sur ça parce que je pense que c'est un gros sujet puis que ça va prendre de l'ampleur dans l'actualité puis qu'on va sûrement en entendre parler si c'est pas déjà fait là quand même pas mal plus dans les médias traditionnels. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'un gars comme Brian Johnson, il endosse vraiment la figure de l'explorateur. Puis c'est une figure mythique, c'est un matériau mythologique, moi, qui m'intéresse, là. Il est comme légitimé comme un chercheur scientifique presque à nos yeux, tu sais, un aventurier, quelqu'un qui prend des risques, mais des risques pour le bénéfice de l'humanité au grand complet. Puis si tu vas faire des recherches sur lui sur Internet, là, tu vois, mettons sur Google, les titres qui vont apparaître, c'est par exemple Preeminent Longevity Researcher, comme ça qu'on le présente, ou Modern Day Explorer, donc vraiment un explorateur des temps modernes. Il devient comme le prolongement de la nation occidentale ou des États-Unis. Puis j'ai l'impression que tu peux vraiment l'envisager dans une perspective eugéniste ou comme un explorateur back in the days, comme un explorateur polaire par exemple, qui devient un prolongement impérialiste de sa propre nation. Lui, il devient le prolongement d'une soi-disant race qui serait en danger, là. Plus un prolongement de l'humanité, comme le next frontier de l'humanité. C'était ça aussi, les explorateurs, là. C'était comme non seulement leur nation, mais comme aller sur la Lune, genre l'homme marche sur la Lune. Exact, donc il y a comme un récit héroïque qui est sous-jacent à tout ça. C'est fucké, là, parce que je sais pas si t'es déjà allé consulter son compte Twitter à ce gars-là. Pas son Twitter, mais j'ai déjà vu dans des podcasts. C'est tellement un nono, là. Tu peux pas croire que cette figure-là est érigée en héros. Mais je pense que le monde trouve que c'est un goofball. Moi, je pense pas qu'il est érigé en héros. Il y a énormément d'espace médiatique qui est accordé. Juste moi, en ce moment, je suis en train de parler de lui. Mais je trouvais ça drôle parce qu'il y a vraiment un double standard que tu peux observer parce que ce gars-là, qui est à la recherche de la longévité ou de l'immortalité, ben, il est érigé en héros, mais si c'est les femmes, par exemple, qui font des expérimentations avec leur corps, qui essaient de repousser leur processus de vieillissement, ben c'est pas du tout comme ça qu'on va les percevoir, là, tu sais. Ça va être des loulous, des estis folles, des sorcières, elles vont adopter presque la figure du monstre. Je me suis demandé, tu sais, pourquoi, puis peut-être que c'est justement d'un point de vue biologique, la femme vieillissante, la femme qui est plus capable de procréer, tu sais, de porter la vie, elle sert plus l'idée de nation. La nation, c'est une construction fictive, là, mais elle sert plus... Non, mais c'est pour ça que je te dis que Brian Johnson, il faut interpréter son héroïsme dans une perspective eugéniste. Fait quoi, bref, revenons aux peptides, là, parce que c'est quand même une discussion... c'est juste un DigiNews pour le moment. Évidemment, il y a
potentiellement toutes sortes de risques associés à ces injections-là. Des risques avérés, je sais pas trop, mais après ça, il y a toutes sortes de protéines, là. Mais il y en a, par exemple, qui vont stimuler la croissance de tissus. Ça pourrait potentiellement, justement, stimuler, si on a déjà un cancer à l'intérieur de nous, la croissance de cette tumeur-là. Des hormones de croissance qui pourraient mener à des organes qui deviennent trop gros, des choses du genre. Fait que bref, je sais pas, il y a clairement des risques associés à ça, mais à voir comment ça va évoluer dans le paysage médiatique, mais aussi le paysage médical. Donc moi, je voulais parler de la CAQ, de François Legault, de Christine Fréchette, de Bernard Drinville, mais des médias d'information aussi, parce que depuis quelques semaines, là, se dessine la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec. Pour les gens qui savent pas, là, qui ont pas suivi tout ça, François Legault est encore le premier ministre du Québec. C'est juste qu'il est méga discret. Et meanwhile, il y a toujours la commission parlementaire là, sur le projet de loi 1, loi sur la Constitution du Québec. Tout ça se continue. Il n'y a pas de mise sur pause. La semaine passée, les discussions sur les programmes d'immigration, le PSTQ, le PEC, le FMI, tout ça. François Legault a pas vraiment démissionné à proprement dit. Là. Il fait un peu comme Justin Trudeau, mais se dessine tranquillement, en fait, la course à la chefferie de la CAQ. Je trouve ça très intéressant de voir comment les médias traitent cette course à la chefferie parce que ils sont complètement, en train de produire une espèce de cycle comme s'ils intéressaient le monde. Puis je sais que ça paraît vide de même à dire, mais c'est parce que les enjeux portés par ces deux candidats, c'est comme quelque chose qui aurait un intérêt dans comme la population, tu sais. Moi, il y a pas grand monde que je vois interagir, même en ligne, du discours autour de la course à la chefferie de la CAQ. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'interne de la CAQ. Pour te présenter, faut que tu aies le soutien de 15 députés, faut que tu sois approuvé. Il n'y aura pas de candidat extérieur. S'il y avait un candidat extérieur, peut-être ce serait intéressant. Là, c'est deux candidats qu'on s'en fout un peu. Christine Fréchette qui représente l'establishment, puis Bernard Drinville qui peut dire qu'est-ce qu'il veut, qui représente aussi l'establishment. Puis ils nous font cette cause puisque Bernard Drinville est vraiment derrière. Il va essayer de provoquer la discussion. Il prend des positions tranchantes. Tu sais, c'est lui qui est le plus critique du bilan de la CAQ. Puis Christine Fréchette, elle lit dans les sondages, fait qu'elle dit rien vraiment. Discours très technocratique. Je vais prendre le temps, je vais consulter. Je fais la tournée des régions, blablabla. Moi, j'écoute beaucoup les pundits de Radio-Canada. J'écoute Chantal Hébert. Les commentateurs. J'écoute Chantal Hébert. J'écoute Michel Sauger. J'écoute Alec Castonguay quand il est dans les panels. J'écoute Émilie Nicolas. J'écoute toute la classe de commentateurs qui sont à Radio-Canada en particulier. J'écoute pas Québécois pour les médias d'information, mais on pourrait le faire avec La Joute. Mais I guess que La Joute, on a essayé d'écouter ça, c'est vraiment difficile à écouter. C'est aliénant. Mais je les entends parler jour après jour. Là. J'écoute vraiment ça quotidiennement. Ils construisent tellement un récit comme si c'était full engageant pour la population québécoise quand c'est juste engageant pour eux. Des fois, je les entends parler des affaires, ils font des a priori sur le sentiment populaire quand il y a aucune donnée. Quand Chantal Hébert dit « Ah, pour certaines personnes, ouais, non, ça passe pas », c'est comme qui tu consultes? Puis je sais que OK, le commentariat, ça coûte moins cher à produire pour les médias d'information. C'est correct si à chaque jour, tu sais, comme ça commence avec Masbourian, il y a des panels, après il y a un panel avec Castonguay, après il y a un panel avec Patrice Roy, panel avec Gérald Filion, mais toutes ces discussions-là se feed entre eux. Mais c'était comme un entre-soi. C'est ça, c'est que... Il y a pas vraiment de roulement dans l'espèce de sélection des commentateurs. OK, la CAQ, c'est un parti qui a une aile plus économique, une aile plus identitaire. Christine Fréchette représente l'aile plus économique, ancienne péquiste, parce qu'elle aurait été directeur d'une chambre de commerce. Puis Bernard Drinville, c'est le gars de la Charte des valeurs, c'est le gars nationaliste. Puis tout de suite, ils imposent ce récit-là, basé sur rien d'autre que la personne qui l'a dit avant eux. J'ai un rapport différent avec comme l'auditeur moyen, qui va peut-être cacher un de ses panels dans la journée. Quand t'en écoutes 2, ou 3, ou vu que t'écoutes la radio en travaillant, whatever, t'en écoutes plusieurs. Je pense que cette semaine, on a écouté un panel, puis c'était pas un sujet politique qui était débattu, c'était littéralement la fusillade en Colombie-Britannique. La tuerie. Ouais, mais c'était pas débattu, ça, c'était malaisant. Là. Comment tu veux débattre, faire du commentariat sur un fait comme ça? Il y a rien à dire. Même Nicolas, elle a dit comme moi, on est un peu victime de la chaîne d'infos en direct parce que comme, il y a rien à dire live, c'est juste terrible, tu sais. Ça me fait juste capoter parce que je trouve qu'on passe à côté, vu qu'on internalise ce discours de la candidate économique, le candidat nationaliste,
on critique pas vraiment comme la CAQ, vraiment, puis peut-être que ça va venir, les médias ils se disent « Anyway, ils vont perdre les élections, il faut juste qu'ils aient un nouveau chef, après ça va partir ». Mais moi, je trouve ça tellement abrutissant, puis je me demande qu'est-ce que je voudrais de plus, c'est que, oui, ok, qu'il y ait plus de reportages, mais qu'il y ait plus de contenu sur les reportages, dans le sens que dans les panels, on discute tout le temps du fait d'actualité du jour, qui est comme déterminé un peu aléatoirement, basé sur quel chroniqueur a décidé de parler de ça, puis il y a comme, puis tu sais, c'est pas de quoi d'innovant que je décris, là, tu sais, on l'a déjà décrit dans Café Snake, mettons, Catherine Dorion l'a décrit dans son livre, là, tu sais, est-ce que c'est les politiques qui décident c'est quoi l'agenda, ou les médias qui décident c'est quoi l'agenda, qui répond à qui, c'est qui décide c'est quoi le sujet du jour, genre, mais je trouve qu'avec cette course à la chefferie, vu que fondamentalement, il se passe pas grand-chose, puis comme François Legault, c'est encore le premier ministre du Québec, puis on va encore de l'avant avec le retrait du PEC, avec le projet de loi sur la Constitution, tu sais, qu'il y a aucun mandat, il y a aucune volonté populaire. Il y a jamais personne qui a demandé à la CAQ de faire une constitution, puis on est vraiment encore dans ce processus-là. C'est même pas vraiment une constitution, c'est comme juste un show qui était comme une espèce de dernier espoir électoral. Est-ce que vraiment Christine Fréchette ou Bernard Drinville va faire aux prochaines élections? Ben nous, la CAQ, on a passé une constitution pour les Québécois. Personne va se vanter de ça. Au vrai live, on n'a pas de débat d'idées, on remet même pas en question l'existence même de la CAQ. C'est comme ce parti qui est arrivé par juste le will de François Legault, qui a gouverné, puis que là, on essaie de nous faire croire qu'il y a une structure démocratique qui va faire en sorte qu'il va avoir une course à la chefferie puis un premier ministre. Je trouve que François Legault, il aurait dû comme vraiment démissionner. Dernier Digi News, là, qui est plus comme une curiosité numérique, le band Angine de poitrine qui nous vient de Chicoutimi, donc 2 musiciens masqués, costumés, avec des costumes dadaïstes en papier mâché, où ils ont vraiment la face complètement recouverte, là, avec des petits picots noirs et blancs. Il y a des clips qui tournent d'eux, puis de leur performance, beaucoup sur mon TikTok. Je pense que depuis 2 semaines, ce qui est intéressant, c'est que leur musique rock expérimentale a percé un petit peu la barrière ou les frontières du Québec. Puis c'est rendu que ça tourne pas mal aux États-Unis, même en Amérique latine. Je sais pas, il y a comme une reconnaissance internationale pour Angine de poitrine. Fait que à suivre peut-être. Moi, j'ai vu un post, le top comment, c'était... Malheureusement, ils sont canadiens-français et parlent français. Mais je pense qu'il faut dire que dans leur musique... il y a pas de paroles. C'est ça. Il y a pas de paroles, puis... C'est mélodique. Il y a quelque chose de très mystérieux dans leurs personnages qu'ils mettent en scène. Là. Tu sais pas leur vrai nom, on voit pas leur visage, fait que ça pourrait venir d'un peu n'importe où, mais ça vient de Chicoutimi. Bon, ben, je sais pas, vous étiez où quand Clavicular s'est fait frame mug par le ASU Frat Leader? Mais est-ce que tu peux expliquer ça veut dire quoi, frame mug? Ben, c'est ça, là. En tout cas, peut-être que vous étiez en train de Jester Max ou de Jester Goon, comme qu'ils disent. C'était vraiment un moment terrible, tu sais, pour certaines générations. Il y a eu la guerre du Vietnam, le 11 septembre. Ben, il y aura quand Clavicular s'est fait frame mug par le Frat Leader, tu sais. On est dans cette échelle d'événements. On comprend rien ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai à dire là, c'est comme lire un peu des captions de tweets, de comptes, de clips de Clavicular, un streamer américain. On a déjà parlé, là, son vrai nom c'est Braden Peters. Il vient d'avoir 20 ans, c'est le streamer du moment, disons, là, mais pas nécessairement à la même échelle de grandeur que certaines autres personnalités web. Mais en ce moment, il y a comme une espèce de ferveur puis de momentum algorithmique qui a pas de comparable. C'est un peu la combinaison de 2 choses que Daphné et moi on a parlé dans les dernières semaines. Donc, c'est cette recrudescence de l'intérêt pour le lux maxing qui est porté par Clavicular lui-même, qui est un fer lux maxeur, qui va faire des pratiques comme du bone smashing, qui va utiliser des marteaux pour se frapper les fossettes pour avoir des plus gros cheekbones, ou qui va prendre tout plein de substances. S'injecter des peptides. C'est ça, s'injecter des peptides, même pendant un moment dire que pour lean max, donc pour rester mince, il va faire du crystal meth ou de l'adéral, peu importe, mais là il était comme non, moi je préfère le crystal meth. Et ça, on a parlé de ça dans les In and Out, mais aussi Daphné, une semaine plus tard, a parlé de toute cette tendance à faire des abréviations, des contractions, des mots valises, à combiner des mots ensemble pour faire des expressions. Là, elle avait parlé de Loker Kenwenly ou de Low Kenwenly, là, ou tous ces mots-là qui avaient émergé sur TikTok. Qui mélangent Genuinely, Loki puis Charlie Kirk. Ouais, c'est ça. Donc là, on a un trifecta.
Et tous ces mots-là, cette tendance-là à combiner des mots ensemble donne l'émergence d'un presque un nouveau langage sur Twitter qui a vraiment beaucoup été commenté la semaine dernière parce que les comptes de clips sur Twitter, faut comprendre que les streamers américains, la façon, puis je l'ai déjà expliqué souvent, mais ou les streamers en général, la façon qu'ils se font connaître, c'est par l'entremise de clips. Le stream en tant que tel, donc la diffusion en direct d'une vidéo long format, devient juste un peu la façon de générer des clips pour attirer des gens vers le stream éventuel. C'est comme le matériau brut. Exact. Qui est transformé après ça, c'est comme un saucisson qu'on couperait en tranches. Mais les tranches les plus savoureuses se font... Mais c'est comme si on le faisait, il y a ça, puis après on te faisait un menu de dégustation, donc il y a comme une espèce de nouvelle mise en récit, on va changer l'ordre, on va changer la forme, on va faire du montage, on va mettre de la musique, on va juste comme... On va te donner un titre accrocheur. Exact, c'est ça. Puis dans ces titres-là, donc la majorité des streamers ont des comptes comme, mettons, Aiden Ross Updates. Mettons, moi, si je streamais sur Twitch, ce serait Mère de Laval Updates. Ils ont des comptes d'updates, ils ont des comptes des rooms, whatever, parce qu'il y a plein de gens qui génèrent des clips, puis le but, c'est d'avoir un clip viral. Nous, on n'a pas ça sur Twitter, mais aux États-Unis, Twitter, c'est vraiment utilisé par les streamers puis leur communauté. Mais les gens qui font des clips, ils ont une motivation pécuniaire. Exact. Donc, comment ça fonctionne, normalement, c'est que les générateurs de clips vont souvent être sur un serveur Discord qui est géré soit par l'influenceur ou par quelqu'un qui travaille avec lui, et vont publier les clips qu'ils mettent là, et vont être payés au rendement. Ils vont pas être payés à la production. C'est pas, génère 10 clips pour Claviculeux, tu vas faire 100$. C'est si tu génères 10 millions de views pour Claviculeux, tu vas faire 150$, tu vas faire... Fait que ça, l'engagement. Ils sont payés à l'engagement. Qu'est-ce qui, par le fait même, crée une course vers le clickbait, crée une course vers la viralité, qui fait en sorte que les clips deviennent meilleurs, les monteurs deviennent meilleurs. C'est cette espèce de compétition qui est built-in où est-ce que si tu fais des mauvais clips pas engageants, si t'as pas un gros compte, tu vas pas générer de views, c'est que tu vas pas générer d'argent. Ça, tu pourrais pas comme orchestrer ça au Québec, parce que tu serais comme, tu peux pas comme contractuellement engager du monde à faire du travail sans paye, juste à la performance. Il faudrait qu'il y ait un salaire de base puis un bonus de performance. Tu pourrais pas juste faire comme tu fais pas d'argent. Parce que souvent aussi... Pourquoi c'est illégal aux États-Unis? C'est juste pas monitoré. OK, puis ici, ça l'est? Ici, je pense que publiquement, si quelqu'un devenait autant populaire rapidement puis avait ces pratiques-là, vu qu'on est une petite société, il y aurait quelqu'un pour le dénoncer. OK, c'est Tandis que là, si tu vas sur Twitter puis tu dis « Hey, ces gars-là payent pas leur monteur », tout le monde s'en calisse, tu sais. Fait que c'est comme vraiment de quoi de social qui est différent. Ben c'est l'espèce d'échelle de grandeur qui fait que ça nous protège parce qu'on est une plus petite communauté. Exact, c'est ça. Puis aussi, le fait même, c'est que beaucoup de ces clippers de ces comptes-là, en tout cas pour les streamers, où est-ce que genre j'avais investigué ça comme Kai Cenat ou Aiden Ross, beaucoup des gens qui font ces clips-là, c'est des kids de 15-16 ans. Fait que ça, c'est un autre layer aussi. Ces gens-là ont tout leur temps à juste faire ça. Ils vont checker le stream en même temps de le clipper. Fait que ça, c'est comme... T'as même pas besoin de les payer pour checker ton stream, tu sais. Tout ça pour en venir qu'ils font ces clips-là sur Twitter qui deviennent virales, mais ont rajouté l'élément de la caption, du langage. De tous ces nouveaux mots qu'on peut utiliser avec le looks maxing, le number 2 rank Chad, RTA. Frame mugging. Ouais, c'est ça. Donc, la semaine dernière, Claviculeux est allé à un party d'une fraternité, d'une frat à Arizona State University. C'est vraiment ça son type de contenu. Il fait du IRL streaming, in real life streaming. Il s'en va se promener, il va dans des parties, il va dans des clubs, peu importe. Puis il filme, puis c'est en direct diffusé sur Internet. Le but, c'est d'avoir des interactions drôles ou virales, peu importe. Quelqu'un qui arrive lambda avec une petite camisole. Mais c'est pas quelqu'un de lambda, c'est genre... c'est quelqu'un qui fait partie d'une fraternité. Ouais, mais dans la fraternité, mais c'est pas vraiment le frat leader. T'es sûr? Non, il y a pas de frat leader. OK. Je pensais que c'est juste quelqu'un qui fait partie de la frat. Moi, je pensais que c'était un leader. Non, c'est juste quelqu'un qui fait... Puis il arrive avec son chandail, sa petite camisole, puis clairement, il est dans le culturisme, il fait du bodybuilding. Puis là, il se met devant le stream avec Clav, les deux posent pour une photo, puis là, il commence à flexer tous ses muscles. Quelqu'un prend un screenshot de la photo où est-ce que lui est en train de sourire, puis comme Clav est en train de parler, puis là, le monde, il met ça sur Twitter. Clav just got frame mugged. Dans le fond, mugged, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, si mettons, moi puis quelqu'un, on est dans une pièce, puis comme, je suis plus beau. Mais tout ça, c'est un rapport médiatique. Donc, dans le fond, quand tu vois deux personnes, puis il y en a un qui a visiblement
plus de aura, plus de nonchalance, plus de charisme. Juste visuellement, ben, il mug quelqu'un d'autre. Tu sais, comme Clavicula avait dit, Gavin Newsom mugs J.D. Vance. Tu sais, il est plus beau, il a plus de charisme. Un frame mug, ça veut dire qu'il y a une frame dans le stream, où est-ce que l'autre s'est fait dépasser, s'est fait frame mug. Donc, il y a comme une capture d'écran qui te montre moins beau que quelqu'un d'autre. Exact, c'est ça. Hey boy. Mais là, je vais rentrer en plus dans le politique de la chose plus tard, mais juste parler de l'aspect comme dans la forme, tu sais. Faut comprendre le niveau d'ironie puis comme d'absurdité derrière Care à propos de ça. Faire un Photoshop de comme des kids qui lisent des journaux dans les années 30 pis c'est écrit clave mugged, tu sais, frame mugged, genre, tu sais, c'est comme tout le monde rit à la une du New York Times. Ouais, c'est ça. C'est comme, oh my god, il s'est fait frame mug. Genre, est-ce que tu te rappelles, t'étais où quand Clave s'est fait frame mug? Puis là, tout le monde embarque, tout le monde fait des jokes. Trump is in the Epstein files. The Clintons are in the Epstein files. Clavicular got framed mugged by the frat leader at ASU, while a bunch of Foids were jester gooning and spiking his cortisol. There's more important things to be talking about here. C'est comme si cet événement-là avait été tellement viral, la joke de genre Care à propos de ça, que ça a comme créé une espèce d'univers de cinématique sur Twitter où est-ce qu'il y a comme une grosse mise en récit qui crée sur OK, le Clave s'est fait frame mug, il va falloir qu'il fasse sa revanche. Là, il y a ce nouveau 5 Tetra Chad australien qui s'appelle Androgenic qui va venir sauver Clave. Là, c'est une vidéo de lui qui arrive dans la ville avec une bille de Crystal Palace qui joue. Puis c'est comme si, tu sais, c'est comme, ils reprennent l'esthétique des edits de Lux Maxer à créer ces espèces de personnages de Chad. Puis les gens ont beaucoup comparé ça à la WWE parce que c'est c'est la beauté plus que la force. Ouais, mais c'est pas vraiment la beauté, c'est la beauté selon leur standard, tu sais, comme, c'est genre juste comme avoir une grosse carrure, une grosse mâchoire, tu sais, mais c'est pas nécessairement, comme moi je trouve pas nécessairement que le gars androgenic, il est beau, là, il est Chad, là, il est gros, il est musclé. Qu'est-ce que je trouve le plus fascinant derrière tout ce qui se passe, parce que c'est pas tant intéressant en tant que tel, c'est que les gens live sur Twitter, il y a comme un discours de gens qui sont détachés du monde du Lux Maxer, genre plus du monde qui sont comme dans le cinéma ou dans genre les médias, qui commencent à comme nommer puis à parler du mode de storytelling de ces événements viraux puis des dernières semaines, de genre comment ces histoires décentralisées nous divertissent. Puis ça, c'est de quoi que je parle depuis tellement longtemps dans Café Snake, que comme, je trouve ça drôle que là, ça a pris une espèce de grosse histoire pour faire comme, yo, les gens écrivent des think pieces sur comme, yo, comment qu'on consomme des histoires de nos jours. Fait que ça, je trouvais que c'était un full bon exemple. Genre, tu peux pas l'expliquer de l'extérieur, vraiment, que pour les gens qui suivent pas ce monde-là de Twitter, de streamers, ça paraît comme tellement absurde comment tu peux être diverti par ça, mais c'est juste que genre, chaque fois que tu scrolls sur ta timeline, il y a un nouveau clip avec une nouvelle caption fucking absurde. Puis là, tu checkes le clip, puis il est encore plus stupide. Puis tu sais, comme, pour parler de politique, tu sais, Claviculeux, il représente vraiment, je pense, un des derniers stades de comme vraiment le takeover du mouvement anti-wokisme, genre, dans le mainstream américain. C'est que lui, il est en mode, on s'en fout de la politique. Genre, Care à propos de la politique, c'est loser, ça fait juste spike ton cortisol, ça fait juste genre des points de cortisol. C'est pas bon pour la peau. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton métabolisme. Il est quand même allé au club avec Andrew Tate, Nick Fuentes, puis Nico, puis il a écouté Hal Hitler de Kanye dans le club, tu sais. Ouais. Il fait... c'est la culture aussi du comme être edgelord, être comme, tu sais, il dit le N-word, tu sais, il met en scène qu'il s'en calisse. Mais, par exemple, ça peut aller dans l'autre extrême, où est-ce qu'il est comme, tu sais, quand j'avais 17-18 ans, genre, j'étais full anti-LGBT, mais maintenant, je réalise qu'on s'en calisse, man, si me laisse tranquille, je m'en fous d'eux. Tu sais, fait que là, il fait un state pour dire à ses abonnés, genre, arrêtez de gosser les gays, on s'en fout d'eux. Ça m'aide pas à LuxMax. Il y a cette espèce de détachement nihilistique, genre, full profond, sur comme, hey, aucun à propos de la politique, c'est pas mon shit, on s'en fout de la politique. Mais pour revenir au vocabulaire là, qui a été évoqué, il me semble que je t'ai envoyé un article de Cathy Notopoulos, qui est quand même une journaliste Internet intéressante, qui parlait justement de cette pluralité, effervescence genre du vocabulaire. On dirait qu'à chaque semaine, il y a 5-6 nouveaux termes qui sont inventés. Puis elle disait justement que c'était pas nécessairement un processus qui était organique, là, qui se faisait... de lui-même, puis que c'était vraiment derrière ça, il y avait les clippers qui faisaient des clips, mais qui essayaient surtout d'attirer l'attention, d'être peut-être le prochain à inventer une expression virale. Puis c'est parce que non, mais c'est ça l'affaire, c'est que inventer, c'est pas ça l'affaire.
Parce que comme je te disais, je faisais des recherches sur ces Luxmaxers-là. Ouais. Tu vas sur leur compte TikTok, il y a genre 7 mois, 8 mois, puis dans leurs comments, il y a des jokes de Cortisol Spike, puis il y a des jokes de Jester, tu sais, puis il y a des... Fait que c'est comme... Mais l'emploi de ces termes-là, ça devient comme un produit numérique. Genre, utiliser cette terminologie-là, créer des mots valises. Justement, pour parler de ça, tu sais, au niveau de la viralité puis du corps dans un flux numérique, genre, le corps est toujours dans un état qui est changeant. Tu sais, si t'es dans un processus de looks-maxing, ben, t'es dans un processus d'optimisation. Donc, t'es pas comme un soi ou un corps qui est stable. Ça génère pas de la viralité. Pour qu'il y ait une viralité, il faut qu'il y ait une tension. Il faut que tu sois dans un état de flux, de changement constant, que tu sois altéré, manipulé, non, mais c'est la même chose pour le langage. C'est comme si pour que le langage réussisse, ben, il soit constamment altéré, manipulé, manipulable. Tu sais, une expression qui est virale, tu sais, je sais pas, 6-7, c'est passé date, là, tu sais. Ça peut pas rester, il y a quelque chose d'autre qui doit arriver, il y a quelque chose un shift qui doit se produire la semaine prochaine, dans 2 jours. Qu'est-ce qui est drôle avec le nihilisme ou genre l'apathie plus de Clavicule qui essaie de mettre en scène, c'est que c'est vraiment, je pense que ça représente bien où est-ce qu'est le mouvement MAGA en ce moment, puis juste comme le mouvement de droite nationale, disons, américain, parce que quelqu'un comme Nick Fuentes, qui est comme vraiment là, comment qu'on le représentait l'année passée, c'est que c'est vraiment le final form du mouvement MAGA, ce gars de Gen Z qui a grandi sous les 2 mandats de Trump, qui est un 4chan teenager, qui est devenu maintenant un espèce de pundit hyper-verbal, anti-judaïsme. Qu'est-ce qu'on nous a promis qu'allait être le final form de MAGA? Que même lui maintenant, après le show de Bad Bunny, il est comme, tu sais quoi, man, je pense plus que je suis un white nationalist, la droite est rendue loser, on fait juste chialer, moi je suis plus, genre, qu'est-ce qui est nice, c'est Clav, moi je suis comme Clav. Même lui un peu, il est, oh my god, la droite est rendue, les gens comme Tucker Carlson puis Candace Owens, c'est des estis de losers, on est tout le temps en train de chialer, on n'est pas attirant pour les normies. Qu'est-ce qui va être attirant pour les normies, c'est quelqu'un comme Clav. Mais tu vois, c'est ça, c'est que pour rester attirant, il faut, pour rester dans la perspective ou la dynamique du désir, tu dois toujours être dans un processus de changement. Tu peux pas atteindre un point, un pinacle, même si ces gens-là s'inscrivent dans un processus de looks-maxing, comme tu dis, où il y a une ascension, il y a jamais de sommet. Il y a toujours du changement. Parce que c'est en flux, puis qu'est-ce que tu fais pour séduire l'autre? Ben, ça change constamment. Tu sais, il y a pas de position stable à atteindre. Fait que qui va succéder, par exemple, à Claviculeux? Comme ça va être quoi la prochaine mutation, là? Ben, c'est ça, parce que, tu sais, comme moi, je le vois que Claviculeux, en ce moment, c'est une espèce de succession spirituelle à qu'est-ce que Andrew Tate a fait en 2022, puis genre juste en 2022. Claviculeux, je sais pas si t'as vu, mais moi, sur mon For You page, ou en tout cas mon flux TikTok, là, je sais pas trop, il est déjà rendu, pas passé date, mais moi, j'ai vu beaucoup de vidéos qui disaient qu'il était en train de se décomposer. Tu sais, il y a quelque chose un changement permanent, puis là, c'est comme, déjà, c'est la dégringolade. Ouais, mais ça, c'était juste avant qu'il se fasse Free Mug. OK. Depuis qu'il s'est fait Free Mug, il est comme revenu. Il est revenu en force. Puis là, c'est comme, il y a plein d'histoires, il faut le défendre. Oh non, c'est lui le vrai #1 rank Chad. Tu sais, c'est tous des ados sur Twitter qui parlent de ça, mais il y a comme cette culture aussi de millennials, puis même de older Gen Z, un peu comme moi, qui font comme... oh my god, just learn what Jester Maxing is, I'm too old for this. Il y a même un gars, il y a un Québécois qui fait du vidéo de commentary des Luxmaxers en anglais, fait clairement par exprès. Je vais mettre un extrait. Il joue un personnage. Pour dramatiser tout ça. They first sent a spy to frame Mugclav on purpose. Then they arrested him. Now they're creating random words like Jester Gooning to try to discredit and destabilize our community. I'm officially asking Harvard to launch an investigation into this whole thing, okay? I'm gonna get to the bottom of who's trying to destroy our community. We gotta protect Clav. It's no ASU frat leader, nanana. Il commence à parler. Tu sais, c'est comme clairement une joke. Puis tout le monde dans les comments l'envoie chier, mais lui, il sait qu'il fait ça pour se faire envoyer chier, tu sais. C'est comme, c'est là le layer qu'on a de la création de contenu. Ben, rage bait. La dernière chose que je veux dire sur Claviculeux puis sur les streamers en général, c'est que il a atteint ce niveau de streamer où est-ce que c'est truly juste un personnage, tu sais. C'est quelqu'un qui existe juste quand il est on-cam, on-stream, puis il est tellement comme défini comme par des traits simples
que genre quand il est mis en scène dans des clips, t'as pas besoin de plus de contexte. C'est quelqu'un comme iShowSpeed qui a reach ça, comme Andrew Tate aussi a reach ça, puis ils ont fait un collab stream ensemble, puis je l'ai écouté au complet parce que Andrew Tate puis Clavicular. Puis je l'ai écouté au complet, puis c'est Andrew Tate maintenant, tu sais, il est rendu, ça fait plusieurs années qu'il est là-dedans, il a complètement assumé que c'est un cartoon character. Du moment qu'il est rentré, tu le vois qu'il put on. Il joue le side personnage, side character dans GTA, cette espèce de genre avec ses lunettes pis ses cigares, son suit trop serré. Il joue une caricature de comme qu'est-ce qu'il était en 2022. Puis c'est comme clair parce qu'il le surjoue maintenant. Parce qu'il a tellement take de L, il a tellement eu de problèmes financiers, il a tellement genre été humilié publiquement depuis les dernières années. Il a besoin d'avoir un bon stream avec Clavicular. C'est comme avoir un guest spot dans une sitcom. Je sais pas si tu comprends, c'est comme ça que je le vois. Puis au Québec, on n'a pas... Ouais, j'allais dire, au Québec, ça ressemblerait à quoi? Avoir un guest spot dans quoi? Ben dans Stats, whatever. Dans Stats. Genre avoir un rôle secondaire dans une... Mais tu sais, au Québec, on n'a pas nécessairement beaucoup de streamers qui ont reach ce point-là. Puis là, c'est pas pour faire un comparatif politique du tout, mais genre, au Québec, qui qu'on a? C'est Lewis le Fou, genre. Ouais, Lewis. Puis Lewis, c'est comme un de ces cas tellement particuliers, parce que Lewis, pour les gens qui connaissent pas, c'est un streamer qui vient de Charlevoix, qui a genre 21 ans, maintenant peut-être 22, qui stream presque non-stop depuis qu'il a 18 ans, genre. Lewis, puis même quand tu y parles, tu le vois, qu'il y a ce rapport à l'existence qui est stream on, stream off. Tu sais, juste ça a formé comment il est devenu adulte, être un streamer. Ben, ça a façonné sa subjectivité. Exact. Puis ça, c'est comme moi, je l'ai fait pendant 1 an streamer. Je me rappelle comment j'étais. Oh my god, il faut que les choses arrivent on stream. Genre, j'ai hâte de retourner on stream pour raconter qu'est-ce qui s'est passé off stream. Tu sais, tu prends ce rapport à l'existence parce que il y a de quoi de plus officiel à qu'est-ce qui est filmé puis diffusé sur Internet. Là, tu sais, comme ces streams qu'il fait avec Olivier Primo, ça m'a donné des vibes. Clavicular. Ouais, ben oui, pas de Clavicular, mais juste parce que Clavicular, c'est comme vraiment extrême, disons. Le Lewis, c'est pas du tout, genre, il y a même pas rapport dans le niveau... C'est juste comme le procédé du storytelling, genre. Okay. Dans le sens que j'ai pas checké un stream de lui avec Olivier Primo, mais je vois tellement de clips que genre je fais un ordre moi-même. Puis ça doit être exploité par comme tout le monde qui veut faire de l'audiovisuel. Parce que c'est ça le rapport médiatique du public. C'est ça le rapport aux médias du monde. Pour le futur. Peut-être pas pour tout le monde. Quand je dis ça, c'est pas que tout le monde devrait juste consommer ça. Le monde écoute plus de séries, écoute plus de films. Mais ça, faut que ce soit nommé, documenté, genre théorisé, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, je pense que ça va commencer. Ou ça l'est déjà... Ben, va dans des chaires de recherche de com, ils parlent pas de ça live. Non, mais, pour vrai, non, ils parlent pas de ça live. Là, ils parlent de... aucune idée. Je suis pas dans une chaire de recherche. Ça fait longtemps que je suis pas à l'université, là. OK, donc moi, je vais commencer mon histoire là, de études médiatiques existentielles avec un zine québécois qui s'appelle Just La Foufou Doll. C'est un zine qui vient de paraître de Julia Guy-Bélan, l'autrice derrière la page de mime Queer Médium Saignant, que je vous recommande à tous et à toutes. Et ça a été édité, imprimé par la petite maison d'édition Nœud Gâchette. Je pense que c'est disponible dans quelques distros Roboto et librairies Amis. Là, ça vient juste de sortir, donc peut-être plus, je vais mettre l'Instagram de Nœud Gâchette ou leur site web là, dans les notes de l'émission, puis vous irez voir là, comment vous procurer ça. Évidemment, ben ça fait référence au Laboubou et leur copycat, les Lafoufou. Je suis un fier propriétaire d'un Lafoufou. Souverainiste. En fait, c'est ça, c'est un tout petit zine. Je sais pas comment le décrire, là. Je dirais que c'est comme on a accès au dialogue mental d'une créatrice de pages de mimes, en l'occurrence Queer Medium Saignant. Puis son alter ego dans le zine, c'est une poupée Lafoufou. Puis on la suit vraiment dans sa tête à travers les posts qu'elle va décider de concocter, les réactions aussi des internautes qui vont la provoquer, ses interactions à elle avec les gens qui commentent, les démarches aussi qu'elle entreprend pour une chirurgie de féminisation faciale avec le docteur Ben Simon à Montréal, donc c'est une femme trans. Puis c'est comme écrit dans un espèce de flux de conscience, stream of consciousness, où on va mélanger les pensées qui nous traversent, le commentaire social et des références internet comme Italian Brain Rot, Charlie Kirk, des références à la culture pop, Sesame Street. C'est une écriture qui est justement là, tu sais, collée à la pensée, au flux même numérique. Fait que c'est un peu comme si on venait d'écrire ou de lire, en fait, un post. Il y a une méta-réflexion là, dans le zine où on dit « Ah, ben, il y a des fautes d'orthographe, mais c'est parce que, tu sais, j'ai écrit ça en 15 minutes. » Il y a le langage vraiment dans le contexte d'Internet, du temps qu'on prend pour écrire un texte ou une publication. Je vais lire quelques pages.
La foufou chill sur son téléphone dans son lit. Les laboubous ne sont pas encore virales parce que nous sommes en décembre 2023 et non au printemps 2025. La foufou concocte une in et out liste de l'année 2024 pour la publier sur sa page de meme. Environ 5000 personnes la follow sur Instagram. Ce n'est pas pire considérant qu'elle fait du contenu d'extrême gauche en français au Québec et qu'il n'y a pas tant de gens qui aiment le contenu d'extrême gauche au Québec, surtout lorsqu'il s'agit de mimes avec des petits bonhommes cute dessus, comme ceux que fait La Foufou. Elle écrit « 2024 out. Woke capitalism, a.k.a. pseudo-militantisme identity politics néolibéral. Le hockey en tant que cœur de la culture keb. Cancel Kids, France-Hélène Duranceau, les Reels de GND. 2024 in. Fight for trans rights d'un point de vue matérialiste plus que identitaire. Fuck la CAQ. Rire des unhinged militants qui need to touch grass. Les sessions de bail. Jujube pied rouge. Sonic. Comme Sonic de Hedgehog. Ça, c'est based. OK, je continue. La foufou écrit son post en 15 minutes et le publie tout de suite. C'est pourquoi il reste des fautes dedans, comme je vous ai dit là. Comme le S de trop à session de bail. Il touchera 3751 comptes, obtiendra 425 likes et suscitera 39 commentaires, dont un gars qui écrit blablabla. Bla, 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 bla. Puis là, bon, de là, un beef avec un gars qui commence à mansplain la foufou. Et je vais pas lire plus que ça parce que c'est quand même un petit zine puis je veux vous inciter à vous le procurer. Le zine en soi ou le récit qui est proposé, c'est vraiment, ça met l'accent beaucoup sur des conditions matérielles concrètes de cash. Par exemple, quand le personnage veut accéder à des chirurgies de féminisation faciale, tu sais, on va vraiment dire bon, combien ça coûte scanner son crâne, puis combien ça coûte telle chirurgie, donc c'est quoi mon salaire, etc. Puis en même temps, on est à fond dans la culture Internet qui, il y a quelques années, était vraiment considérée comme une dimension de nos vies qui était immatérielle. Puis souvent, il y a des raccourcis, des idées reçues qui font en sorte qu'il y a beaucoup de chercheurs qui vont prendre la culture web, la culture Internet, puis la relier à une dimension immatérielle et donc faire de cette culture-là quelque chose qui serait de facto sans profondeur parce qu'il n'y a pas nécessairement de dimensionnalité. Là. Littéralement, tu penses profondeur, tu penses 3D, pas de profondeur. Alors que ce zine-là nous montre vraiment à quel point finalement la culture web, elle est éminemment matérielle. Ça, c'est juste comme une introduction, je pars du zine, mais ça me fait penser à un autre texte que j'ai lu cette semaine d'une chercheuse qui s'appelle Joanna Zielinska. C'est tout un chapitre, en fait, dans un livre qui a été publié chez Bloomsbury, je pense en 2025. Je vais vous le mettre dans les notes, là, vous pouvez aller le lire vous-même, c'est comme 26 pages. Puis, ça parle de ce que la chercheuse appelle le Algorithmic Reading Subject. Là, je sais pas comment traduire ça, je dirais comme le sujet lecteur autant des algorithmes. Mais en tout cas, c'est dérivé de termes qu'on utilise déjà dans le lingo, dans les recherches médiatiques, comme par exemple le algorithmic self, donc le soi algorithmique, qui fait référence à justement une relation altérée et différente qu'on entretient avec nous-mêmes. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de Lewis le Fou qui s'est comme co-construit avec ses streams, avec Internet, c'est-à-dire que la vision qu'il a de lui-même est pas nécessairement dissociable de qu'est-ce que lui est en ligne. Fait que c'est ça, une relation altérée qu'on entretient avec nous-mêmes, avec les autres, à l'ère numérique. Puis ces autres-là, c'est pas uniquement des êtres humains, c'est aussi des machines, c'est aussi des structures algorithmiques. Donc on se crée une identité, une subjectivité à partir des relations qu'on entretient avec des gens, évidemment, tu sais, le sujet, le jeu, on le construit avec nos relations, avec des relations qu'on a avec des machines, des infrastructures, des logiciels, des algorithmes. T'sais, on est co-construit par les machines finalement et on pourrait dire les médias, les technologies médiatiques. C'est non seulement c'est notre subjectivité qui est comme altérée par la culture web ou nos interactions sur le web, blabla, mais c'est aussi notre compréhension du monde. On l'a construit, cette compréhension-là, à travers les rétroactions aussi. Fait que si t'es une créatrice de page de meme, tu postes un meme, t'as tant de likes, tant de réactions, tant de vues. Ça t'informe aussi sur quel est le monde, c'est quoi les opinions des gens au Québec.
qu'est-ce que tel gars qui mansplain, ben qu'est-ce que ça veut dire sur les gars, mettons. Là, c'est sûr que tu peux faire des raccourcis, des généralisations, mais tu sais, c'est comme ça aussi qu'on se fait une image de dans quelle société est-ce qu'on vit. Puis dans son zine, Julia, justement, elle parle de ces gens-là qui essayent de la mansplainer sur sa page de mime. Et comme, c'est qui ces noobs-là? Elle essaie de comprendre d'où ils viennent, c'est quoi leur processus de pensée. Il lui envoie des photos de livres que la foufou devrait lire selon lui. Les livres sont des ouvrages de base genre Introduction à l'intersectionnalité. La foufou connaît plus de choses que le monde pense, mais le monde aime penser que les femmes sont connes. Et la foufou est une femme trans qui dit des choses sur Internet. Alors le monde pense encore plus qu'elle est conne. On voit vraiment comme, justement, là, tu sais, cette idée théorique que j'ai parlé de soi algorithmique ou de soi numérique, whatever, de comment il est perçu, comment les gens l'aperçoivent comme une conne. Puis on le voit aussi à travers la rétroaction, tu sais, le nombre de likes qui est mentionné, le nombre de vues. À un moment donné, la narratrice, là, la foufou, en tout cas Julia, va se demander, tu sais, vraiment comme c'est qui ces caves-là, pourquoi ils sont comme ça, comment ça ils agissent comme ça sur Internet. Puis elle se met à dire, ben tu sais, dans le fond, peut-être aussi qu'on s'en crisse de ce que le monde chronically online qui lit trop de théories dit sur Internet. Fait qu'il y a cette tendance ou ce désir tout d'un coup passager de se dire justement, ben ce qui se passe sur Internet, c'est peut-être pas important, c'est quote-unquote, là, genre c'est pas dit de même, mais immatériel ou pas profond. Puis là, direct après, on revient justement, non, à la matérialité d'Internet, au fait qu'on peut pas évacuer ces choses-là du monde maintenant. Même tralalero, tralala, ballerina, cappuccino, tongue, 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 saour et cappuccino, assassinat, les personnages de Italian Brain Rot sont rendus avec leur show live au parc aquatique de Lombardie en Italie. Et l'autre jour, après que Charlie Kirk se soit fait tirer, les médias traditionnels essayaient d'expliquer au monde c'était quoi un groiper. J'avais l'impression que ce texte-là ou ce zine-là, Just a La Foufou Doll, c'était un exemple de ce qu'on pourrait appeler les Existential Media Studies. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain à l'âge d'une saturation technoculturelle? C'est des questions qui m'intéressent. Je trouve que c'est un peu ça qu'on fait notamment dans Café Snake, mais c'est rarement ce que j'ai vu quand moi j'étudiais justement à l'université. C'était vraiment rarement ça, l'orientation de l'épistémologie ou des questions qui étaient posées. Tu sais, en ce moment, même à la radio, tu vas entendre parler de, par exemple, de brain rot à Radio-Canada, ben ça va être pris vraiment dans son sens littéral. Comment est-ce qu'on devrait cesser de faire pourrir notre cerveau, tu sais? Au lieu de se demander pas ce qu'on perd à l'époque où, par exemple, notre littératie, parce que là, on parle de lecteur algorithmique, notre littératie devient de plus en plus computationnelle, mais plutôt ce qu'on devient dans ce processus-là. Quel genre de transformation est-ce qu'on vit? Tu sais, les histoires dont tu me parlais tantôt, qui étaient co-créées, décentralisées par rapport à Claviculeux, tout ça, c'est une autre forme de littératie là, qui est en train d'être créée. Ben ouais, pis c'est intéressant parce que c'est comme tu peux pas get in on it si t'as pas nécessairement les codes ou tu sais pas comme une barrière d'entrée. C'est pas comme linéaire du tout. Là. Ça devient un lecteur algorithmique. Ben moi, je suis un humain algorithmique. C'est juste d'être conscient qu'il faut faire attention quand on fait des grosses généralisations, tu sais, qu'on dit, mettons, les jeunes lisent plus de livres, mais pourtant, on est constamment, on lit d'autres choses, puis on lit des images, on lit des vidéos, on lit des sons, on lit des commentaires. Puis il y a eu une époque dans le monde où, justement, les livres, ça existait pas, là. Tu sais, l'imprimerie, tout ça, c'est comme une invention relativement récente où on était dans l'oralité, comme on dit souvent, où on lisait des symboles plutôt que des mots. Puis quand on est devant un écran, on fait une forme de lecture. Puis là, j'ai écrit lecture maxing de l'information parce qu'il y a un surplus, il y a énormément d'informations, puis on bouge. Notre lecture aussi, ça implique qu'on bouge à travers plusieurs surfaces, plusieurs interfaces. Puis ça nous pousse des fois à maximiser même le temps devant l'écran parce qu'on a l'impression que pour réellement comprendre le monde, il faut passer plus de temps sur l'écran. En tout cas, du moins, ça, c'est quand même une expérience que j'ai personnellement. Puis il y a comme une valeur aussi derrière ça. T'sais. Plus on est en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe, de connaître les références, plus on a une certaine valeur sur un marché. Puis on est capable aussi de prédire, de deviner ce qui va arriver ensuite. On parle souvent du paradigme de la spéculation, mais dans un paradigme spéculatif où l'idée, c'est de parier sur ce qui va arriver demain, après-demain, prochainement. Bien, évidemment que ça a une valeur littéralement matérielle, monétaire, de comprendre le monde. C'est ça, là, mon segue, c'est que je vais commencer à parler de spéculation. Parce que je pense que la subjectivité numérique ou la lecture algorithmique, ou en tout cas comment on est dans le monde
le monde actuel, c'est aussi une subjectivité qui peut être spéculative. Comme si on était orienté dans le monde à envisager le monde comme une série de paris qu'on pouvait faire à travers les plateformes de prédiction comme Kalshi, comme Polymarket, mais aussi toutes sortes d'autres produits, là. Cette semaine, j'ai aussi écouté le podcast de Culture Journalist. Le dernier épisode s'appelle Welcome to the Reality Exchange. Et justement, c'était sur les plateformes de prédiction. Ils étaient, les deux filles, en conversation avec John Herman, donc qui est un chroniqueur tech pour le New York Magazine. Et il disait que les marchés de prédiction, c'était aussi une nouvelle façon de mettre en récit le monde. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cette idée de toujours avoir accès à plus de compréhension, de plus de médias, de plus de déchiffrer le plus de textes possible, il y a une fantaisie, il y a un fantasme méritocratique qui est bâti, où on se dit, ben justement, je connais plus le monde que d'autres, donc je vais potentiellement faire des paris qui vont me rapporter de l'argent parce que moi, je suis in on the joke. Genre, je comprends ce qui se passe. Tu peux dire que c'est pas simplement le hasard, mais que c'est basé sur le mérite. Fait que plus tu travailles, plus tu as de chances de faire le bon pari. Puis ça nous engage dans une culture qui est encore plus médiatique, le news culture, où on est toujours à l'affût des derniers headlines, des derniers grands titres. Des notifications. Exactement. Pour les alertes. À travers cette façon d'envisager le monde, ce paradigme-là, c'est comme si on était plus intéressé par qu'est-ce qui allait arriver que qu'est-ce qui devrait arriver. Puis je pense qu'on est un peu comme ça, mettons, dans nos in et out ou dans notre façon de parler. Même à Café Snake, c'est comme on essaie de lire le monde, de le déchiffrer, mais on n'est pas dans l'espèce de... Wishful thinking. Pas wishful thinking, juste dans l'imagination, peut-être, d'un monde meilleur ou de solutions, tu sais. C'est à cause de, justement, le sentiment d'impuissance puis de perte de contrôle, de aucun contrôle, en fait, jamais eu de contrôle. Anyways, il y a l'apparition de nouveaux marchés, en tout cas de produits dérivés dans le domaine des marchés de prédiction, et ça s'appelle les marchés de l'attention. Donc ça, je trouve que j'ai l'impression que ça pousse tout ce que je viens de vous résumer dans une logique, tu sais, paroxysmique, là. On atteint un point où, en fait, Polymarket va introduire notamment des marchés de prédiction où on va être capable de parier sur la part d'attention qui est reçue par un sujet, par exemple clavicular ou le looks maxing, une tendance, une compagnie, une personne durant une période donnée. Donc, mettons, pendant le mois de mars. Et là, on parle en termes de mind share. Il n'y a pas vraiment de traduction là, sur GDT, on dit notoriété, mais je dirais que c'est plus comme mind share, la part action mentale. Ouais, exactement. Donc, comment est-ce que ça occupe notre pensée et nos discussions? Combien est-ce que ce sujet-là suscite de l'engagement en ligne? Là, c'est là que je vais faire tout mon trending clash, topics. parce que je suis très bon là-dedans. Ben, c'est ça, là. T'es dans un fantasme méritocratique. Ben non, mais si j'avais mis ça dans les in and out, j'avais dit clavicular, si j'avais bet en janvier. J'aurais dit faire un petit code. Je vais lire, là, je savais pas qu'il faisait ça. Ouais, puis c'est pas juste Polymarket qui fait ça. En fait, il y a il y a un article dans Forbes, je vais le mettre dans les notes, là, mais on parle de capital risqueurs qui vont investir dans des nouvelles plateformes qui naissent comme ça, qui sont mises sur pied par des très, très jeunes personnes. Par exemple, Gabrielle Pérez Carafa, 24 ans, qui a mis sur pied Fondé Noise, qui est un marché où tu peux parier justement sur l'attention qui est portée sur un sujet particulier, mais au lieu que ça soit pendant une période donnée, par exemple le mois de mars, ce sont des marchés perpétuels. C'est-à-dire que tu peux prendre des long or short positions. Je sais pas trop c'est quoi la traduction en français, mais une position courte ou longue, c'est-à-dire tu paries si la tendance va aller à la baisse ou à la hausse. Fait que moi, je pourrais parier, par exemple, que clavicular, justement, ben on en entendra moins parler. C'est qu'on a une incitation économique de plus à mousser un sujet. Tu sais, tu parlais tantôt des clippers qui vont clipper des instants d'un stream puis qui vont espérer susciter de l'engagement pour finalement faire de l'argent. Ben là, si par exemple tu parier sur une tendance puis le mind share, dont la part d'attention en ligne que ça va prendre durant le mois de mars, ben t'es investi genre monétairement dans quelque chose, t'as mis de l'argent. Peut-être que tu pourrais commencer à noyer le web sous des publications, à engager une armée de bots pour spammer ton sujet.
T'sais, fait que ça va juste pousser aussi l'espèce de logique là, de slopification, d'emmerdification du web, où il y a déjà beaucoup de commentaires, il y a beaucoup déjà de publications générées par des robots en ligne, mais là, ça pourrait être encore pire, parce que ce qui arrive, c'est que pour mesurer le mind share ou la part d'attention que prend un sujet sur Internet pendant une période donnée, ben Polymarket ou le marché là, dont je parlais, Noise, vont faire des partenariats, notamment avec l'entreprise Kato AI, qui est un agrégateur de données de recherche crypto, qui va mesurer finalement les données produites sur les plateformes des médias sociaux. On a comme intérêt à manipuler l'opinion publique, tu comprends? Moi, j'appellerais mon service de bête, je l'appellerais Psyops. Psyops.com. J'aurais aimé ça avoir une belle conclusion là-dessus, mais c'est ça, c'est que méditer. Je suis partie de la foufou pour faire, dans le fond, je sais pas, génie. ma Non, version d'études médiatiques existentielles pour parler de la subjectivité algorithmique, la lecture, le lecteur, la figure du lecteur algorithmique. Puis là, finalement, qu'est-ce que c'est faire la lecture du monde maintenant avec le numérique, les algorithmes, cette tendance à lire sans arrêt, à toujours être exposé à plus. Parce qu'au final, on peut capitaliser là-dessus parce qu'on a le fantasme méritocratique qu'en connaissant plus du monde, en étant au courant de tout, mais on va pouvoir faire de meilleurs paris. Puis là, c'est rendu qu'on peut parier sur la part d'attention que recevra un sujet. Fait que c'est quand même assez dystopique. Sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté. Attends, non, j'ai une recommandation culturelle. Donc, la recommandation culturelle cette semaine. C'est une vidéo sur YouTube. Je pense qu'on peut l'écouter aussi version podcast. C'est le podcast le Doom Scroll qui est animé par Joshua Starella, qu'on mentionne souvent à Café Snake. Puis là, il recevait en conversation David Wengrow, qui est un archéologue, qui a coécrit avec David Graeber The Dawn of Everything, qui a été traduit en français par Au commencement était ... J'ai l'impression que c'est un peu comme la thèse de son livre qui est résumée, mais en 2 heures, puis j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça revient sur les idées reçues par rapport à comment on perçoit ou comment souvent on narrative les origines de l'inégalité dans les sociétés. Les auteurs vont justement parler de Montréal, notamment du Québec et tout ça, parce qu'ils parlent des rencontres entre les colons européens puis les populations autochtones d'Amérique du Nord. Là, je vais juste lire directement Wikipédia. Les auteurs soutiennent en outre que le récit standard de l'évolution sociale, y compris le cadrage de l'histoire en tant que mode de production, tu sais, là, on pense même à Karl Marx, là, est une progression du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, à la civilisation commerciale, tu sais, cette façon linéaire, là, est née en partie comme un moyen de faire taire la critique autochtone et de redéfinir les libertés humaines comme caractéristiques naïves ou primitives du développement social, donc la liberté. Super intéressant, ça m'a donné le goût de lire ce livre de genre 400-600 pages, là, je sais pas trop. En attendant, le podcast de 2 heures vaut le détour. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici. Merci Daphné. Merci Mounir. Passez une bonne semaine. Abonnez-vous au Patreon pour avoir un épisode la semaine prochaine. Merci tout le monde qui écoute. Merci. Bye. À la semaine prochaine. La musique d'intro et outro est de Azlo. A-Z-L-O.